Aujourd'hui, d'autres mondes sont-ils possibles ? Durant tout cet été, nous explorons les différentes facettes de l'imaginaire. Dire que l'imaginaire est à la source de la créativité artistique, c'est banal. C'est même l'un des poncifs les mieux poncés. Il est moins fréquent de le dire à propos, par exemple, de la créativité scientifique. La science est en effet souvent présentée comme un monstre froid, capable d'exorciser l'imaginaire, lui-même présenté comme une scorie encombrante qui viendrait troubler la raison et souiller les meilleures intentions. Or, la réalité est tout autre. Quelle que soit la définition qu'on en donne, l'imaginaire des scientifiques n'est pas une fumée qui viendrait brouiller le jeu, mais au contraire un feu qui ouvre de nouvelles pistes. Au fil des émissions, notre ambition sera donc d'interroger l'imaginaire des scientifiques, comment pensent-ils et à quoi rêvent-ils, mais aussi celui de ceux qui créent dans d'autres champs que la science, par exemple la philosophie ou la littérature. Nous tenterons de donner ainsi un corps à la thèse de Gaston Bachelard, selon laquelle la raison et l'imagination agissent toujours de conserve. Elles ont en commun de mettre l'esprit en branle, de ne pas se satisfaire des évidences premières et de se défier du sens commun. Elles se conjuguent en somme comme la voile et la dérive d'une embarcation. Chacune d'elles, si on la met en œuvre isolément, ne permet guère d'avancer, mais actionnées ensemble, elles impriment une progression. Aujourd'hui, nous allons donc tenter de donner un corps littéraire ou littéral à l'idée d'univers parallèle. En général, nous parlons de l'univers au singulier. On suppose par là qu'il ne saurait être qu'unique, seul au monde si l'on peut dire. Pourtant, la question de l'unicité de l'univers se trouve désormais posée par la structure même de certaines théories physiques qui sont aujourd'hui à l'ébauche. Je veux parler de celles qui tentent de décrire les toutes premières phases de l'histoire de l'univers. Par exemple, celle qu'on appelle la théorie des supercordes. Selon certains physiciens, il existerait un nombre immense de versions différentes de cette théorie, chacune décrivant un univers particulier, ayant un jeu de constantes fondamentales bien à lui. Si toutes ces possibilités théoriques s'actualisaient, alors il nous faudrait imaginer un univers gigogne composé d'un très grand nombre d'univers bulles, chacun ayant ses propres lois physiques. La théorie des supercordes ne décrirait pas seulement notre univers, mais aussi tous les univers possibles. De la même façon que des expériences dites de pensée aident à mieux comprendre les implications conceptuelles d'une théorie physique donnée, ces univers pensés permettent de mieux saisir les fondements de nos modèles cosmologiques et ainsi de mieux interroger les lois de notre propre univers. Dans l'une de ses chroniques, Bob Dylan, prix Nobel de littérature, rapportait le dialogue suivant. Elle, dans une autre vie, j'aurais pu être toi. Lui, ouais, mais dans une autre vie, j'aurais été quelqu'un d'autre. Elle, ah, tu as raison, il va falloir débrouiller ça. Débrouiller ça, c'est justement ce que nous allons faire aujourd'hui, en nous demandant s'il existe ou non d'autres mondes. Notre invité sera bien sûr Pierre Bayard, puisque dans notre univers, il est celui qui sait le mieux traiter cette question. Bonjour Pierre Bayard. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature française à l'université Paris 8 et psychanalyste. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages dont les titres montrent à quel point cette question vous intéresse. J'en cite quelques-uns dans le désordre. Il existe d'autres mondes. Et si les Beatles n'étaient pas nés? Comment parler des faits qui ne se sont pas produits? Le plagiat par anticipation? Aurais-je été résistant ou bourreau? Demain est écrit. Comment parler des livres que l'on n'a pas lus, etc. Je dois vous dire que c'est un grand plaisir de vous lire et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Un grand plaisir sans doute pour tout le monde, mais surtout, si vous me permettez, si l'on est physicien. Pourquoi ? Parce que vous faites finalement comme les grands créateurs en physique, je parle des Galilée et Einstein, qui comme vous, ou vous comme eux, faites des expériences de pensée. C'est-à-dire se posent des questions du type « qu'est-ce qui se serait passé si ?» ou « que se passerait-il si ?» Il s'agit pour eux de faire décoïncider le monde d'avec ce qu'il nous montre pour ensuite mieux l'interroger et mieux fondre sur lui. Par exemple, Galilée se demande qu'est-ce qui se passerait si je faisais tomber des corps de masse différentes dans le vide. Einstein se demande qu'est-ce que je ressentirais physiquement si mon corps tombait en chute libre, etc. Et ça les a amenés à des hypothèses de travail qui ont montré que pour comprendre les lois du monde, il faut ne pas déduire ces lois de l'observation, mais inventer des concepts
se mettre dans un autre monde, aller se faire voir ailleurs pour mieux interroger le monde dans lequel nous sommes. Et la première question que je voulais vous poser, Pierre Bayard, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec cette analogie? C'est-à-dire, est-ce que vous faites vous-même des expériences de pensée? Alors, merci de votre invitation, d'abord, qui va permettre la rencontre historique des sciences dures et des sciences humaines, encore que je serais assez tenté d'essayer de faire aller mes livres du côté des sciences dures. Parce qu'en effet, je vous confirme que l'expérience de pensée est au cœur de mes ouvrages. Et si j'étais quelqu'un d'autre? Et si les événements s'étaient passés d'une autre manière? Il y a par exemple une série de mes livres qui commence par Aurais-je été résistant au bourreau? Et dans ce livre, j'imagine que je suis à la place de mon père, qui est né en 1922, et donc j'ai 18 ans en 1940. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Voilà une expérience de pensée tout à fait classique que j'ai essayé de vivre en moi-même, sachant qu'il n'y a pas de réponse, évidemment. Mais si vous en donnez une, j'ai lu ce livre. Alors, mais c'est une démonstration qu'on peut toujours contester. Voilà, on peut la contester, mais je crois que c'est le cheminement qui est intéressant, parce que pour me demander ce que j'aurais fait en 40, je ne me suis pas simplement fié à mon sentiment personnel au moment où j'écrivais le livre. J'ai fait un travail de documentation en allant voir des ouvrages de littérature, des témoignages, des travaux scientifiques. Par exemple, j'examine l'hypothèse que je serais à l'école normale supérieure en 40, puisque moi je l'ai été 30 ans plus tard. Comment se comportent les Normaliens et les Normaliennes à cette époque? On a des sondages précis, donc il y a une vraisemblance dans la solution que je donne, même si évidemment, face à ce type d'expérience, personne ne peut être sûr. Mais c'est en effet, oui, vous avez raison, et je reprends l'expression, c'est une expérience de pensée. J'ai d'ailleurs prolongé cette expérience, puisque c'est une série historique où je m'enfonce de plus en plus profondément dans le temps. Je l'ai refaite à l'époque de la Révolution française, dans l'ouvrage suivant, qui s'appelle « Aurais-je sauvé Geneviève d'Ixmer ?» Et là, je me contente pas de me plonger dans le temps, je rentre dans un livre, je rentre dans un roman, suivant un mécanisme qu'on appelle la métalepse, et dans ce livre, écrit par Dumas et Maquet, Le Chevalier de Maison Rouge, je prends la place du personnage principal, qui s'appelle Maurice Lindé, et je me demande ce que j'aurais fait. Maurice Lindé, comme moi-même, est un républicain farouche. Je suis un farouche républicain. Mais il tombe amoureux d'une monarchiste, Geneviève d'Ixmer, qui ne se contente pas d'avoir des opinions contre-révolutionnaires, ce que je réprouve, mais qui fait vraiment partie d'un mouvement qui essaie de faire s'échapper la reine de la prison du Temple. Et je me trouve donc confronté face à ce qu'on appelle en philosophie morale un conflit de loyauté entre mes convictions politiques et mon amour et la situation dans laquelle je suis de devoir aider, dans les difficultés croissantes qu'elle rencontre, la femme de ma vie. Comment est-ce que je peux résoudre ce type de croisement entre deux éthiques? Et je vais continuer dans ce sens en m'enfonçant de plus en plus profondément dans l'histoire. Et donc en faisant de plus en plus d'hypothèses. Et en faisant certes de plus en plus d'hypothèses, et peut-on ajouter de plus en plus d'anachronismes. Voilà. Mais c'est pas la seule série de livres dans laquelle je pratique des expériences de pensée. Il m'arrive d'inventer des écrivains. Par exemple, le grand écrivain russe sur lequel il n'existait aucun livre jusqu'alors, Tolstoïevski. Et j'essaie d'expliquer comment ce graphomane, ce géant de la littérature russe, a pu faire pour écrire des ouvrages aussi différents que les frères Karamazov et Guerre et Paix. Mais d'une manière générale, l'expérience de pensée, elle tient surtout dans mes ouvrages à ce que j'appellerais de la fiction théorique, c'est-à-dire à la manière dont j'essaie de déstabiliser le narrateur. Parce que mes ouvrages sont a priori des ouvrages de sciences humaines, mais ce sont aussi pour moi des fictions, dans la mesure où je crée à chaque fois un narrateur ou une narratrice qui dit « je » et qui n'est pas moi. Ça, c'est très clair. Ce qui est une différence, à mon avis, avec la plupart des ouvrages de sciences humaines, peut-être tous d'ailleurs. Si vous prenez un ouvrage de Rancière, ou bien les ouvrages des autres invités de votre cycle, on peut supposer que la personne qui dit « je » dans ces ouvrages, c'est la personne que vous avez en face de vous dans le studio. C'est pas du tout mon cas. Je veux pas dire que je suis pas dans ce studio, mais la personne que vous avez dans le studio n'est pas la même que celle qui dit « je ».
dans ses livres. Pourtant, quand vous vous posez la question, est-ce que j'aurais été résistant au bourreau, dans le livre, vous dites je, il s'agit bien de vous, puisque vous... Oui, mais il s'agit d'un jeu qui est transporté... C'est fictionnel. Oui, puisqu'il est transporté en 1940, vous voyez. Donc, je ne suis pas en 1940. Donc ça veut dire que, pour résumer votre démarche, qui, et vous le confirmez, ressemble à celle de certains physiciens, il s'agit d'aller se faire voir ailleurs pour mieux comprendre ce qui se passe ici. Tout à fait, voilà. J'essaie de me faire voir ailleurs. Et l'intérêt de cette démarche, c'est de produire de la fiction. Le modèle, c'est plus le modèle des sciences humaines, c'est le modèle de la littérature. On sait aujourd'hui, sauf si on n'est pas au courant de l'œuvre de Proust, que le narrateur de la recherche, c'est pas Proust. Il y a quand même des différences très sensibles. On sait que le narrateur de Lolita, c'est pas Nabokov. Nabokov n'est pas pédophile. Et Proust n'est pas hétérosexuel. Et ce dispositif d'un narrateur différent de l'auteur, de l'autrice, est communément admis dans la littérature. Mais il n'existe pas en sciences humaines. Vous faites travailler votre imaginaire et en même temps, votre démarche apparaît comme étant très rigoureuse. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contradiction à vous lire entre la rigueur et l'imagination. Parce que, alors c'est l'autre point sur lequel je voulais insister, ce narrateur, cette narratrice sont paranoïaques. Ou ressemblent à des paranoïaques. C'est-à-dire, là, c'est le psychanalyste elles sont très logiques dans leur raisonnement, dans leur fonctionnement. Vous savez, une différence assez sensible en clinique psychiatrique ou psychanalytique entre le délire paranoïaque et le délire schizophrénique. Le délire schizophrénique, vous voyez assez vite que la personne est schizophrène, parce que ce qu'elle vous raconte n'a aucun sens, n'a ni queue ni tête, elle passe d'un thème à l'autre, elle entend des voix, etc. Beaucoup de délirants paranoïaques, en revanche, ont un discours extrêmement construit. Si bien qu'on vit très souvent avec des paranoïaques sans nous en rendre compte, sauf un jour où la personne va vous expliquer quelle est la réincarnation de Napoléon ou quelque chose de ce type. Et mes narrateurs sont paranoïaques, comme je le suis, mais peut-être encore un peu plus. Et donc, ils sont très soupçonneux, très rigoureux. Ils tiennent des discours parfaitement bien structurés en apparence. Je reprends l'exemple de Tolstoïevski. Si vous avez un minimum de culture russe, vous avez peut-être repéré qu'il y a un problème. Mais à l'exception de ce problème de base de mon livre, tout est parfaitement rigoureux. Et je ne sais plus qui avait très justement dit de la paranoïa, que dans la paranoïa, tout est vrai sauf une chose. Eh bien, dans mes livres, tout est vrai sauf une chose. Et donc, cette injection de fiction, cette injection d'expérience de pensée, elle porte pas seulement sur les thèmes. Hein. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale ou sous la Révolution? Elle porte sur le mécanisme même de l'énonciation, qui est un mécanisme de fiction. Je suis dans l'expérience de pensée perpétuelle et je regarde ce que ça peut apporter à la connaissance de la littérature, de l'art, à la réflexion philosophique ou politique, de vivre une autre vie. Mais Pierre Bayard, j'imagine que vous êtes consommateur de vulgarisation scientifique, notamment de la physique. À la fin de l'un de vos livres, je ne sais plus si c'est « Et si les Beatles n'étaient pas nés » ou bien « Comment parler des faits qui ne se sont pas produits », vous parlez d'une critique quantique. Alors c'est quoi une critique quantique ? Quand on est professeur de littérature comme vous. Vous avez devant vous le fondateur de la critique quantique. Je le salue bien bas. L'idée est de poser comme base de ma réflexion la physique quantique et donc la théorie des univers parallèles ou la théorie des cordes et d'en tirer les conséquences. Parce qu'il y a deux options pour les univers parallèles. Il y a celle que j'ai dite dans mon introduction, univers parallèles qui viennent de la théorie des cordes qui se démultiplient presque à l'infini. Et puis il y a une version qui date de 1957 pour interpréter la physique quantique. Vous avez une particule qui est dans une somme de deux états possibles. Quand vous faites une mesure, il y a un seul de ces deux états qui se manifeste. Et l'idée qui a été développée par un physicien qui s'appelle Hugh Everett, c'est que quand c'est le résultat A qui se manifeste dans notre univers, il y a création concomitante d'un autre univers dans lequel c'est l'état B qui se manifeste. Voilà, et moi je me situe dans le prolongement d'Erwin Schrödinger et de son célèbre matou, et de Hugh Everett, donc en effet, qui en a tiré les conséquences avec cette hypothèse des univers parallèles. Avec tout l'intérêt que ça peut avoir pour la réflexion sur la littérature et sur l'art. D'abord, première remarque, ce qui me fascine dans cette théorie, moi je suis pas physicien, donc j'y ai accès par la vulgarisation, et vous pardonnerez, je suis sûr, dans votre générosité, toutes les erreurs que je peux faire. Ce qui me paraît fascinant dans cette théorie, c'est qu'elle est peut-être vraie. Or, nous avons l'habitude en sciences humaines de nous appuyer sur des théories
qui sont des théories poétiques. Prenons l'exemple de la psychanalyse. Bon, moi, je me situe dans le prolongement de Freud. Prenez ce que l'on appelle la seconde topique, que Freud crée dans les années 20, avec cette idée d'une division du psychisme entre un moi articulé, désarticulé, entre un surmoi qui est interdicteur et un ça qui est pulsionnel. Moi, je trouve que cette seconde topique, elle est très intéressante. Elle me sert dans ma clinique, elle me sert pour analyser les phénomènes. Mais soyons sérieux, c'est de la poésie pure. Personne n'a jamais pensé une seconde qu'en ouvrant un cerveau, on allait trouver un surmoi, un moi ou un ça. C'est une métaphore, une allégorie, tout ce que vous voulez, mais c'est de la poésie. C'est du Mallarmé. Avec la théorie des univers parallèles, en tout cas telle que je l'ai comprise, on est dans un tout autre espace, puisqu'on est dans l'espace d'une théorie qu'un certain nombre de physiciens extrêmement sérieux considèrent comme possible. Je ne dis pas qu'elle est démontrée, je ne dis pas qu'elle est probable, ils la considèrent comme possible, ce qui est énorme sur le plan scientifique. Donc on a à la fois une théorie qui est source d'une multitude de fictions, et drôle en plus, et qui est peut-être vraie. Et donc quand je l'ai découverte, j'avais déjà fait pas mal de livres, hein, je tournais autour sans la découvrir, je me suis dit que c'est ce qu'il nous fallait en nous, les théoriciens de la littérature et du psychisme, pour inventer d'autres modèles à la fois originaux et joyeux. Pierre Bayard, vous avez écrit un livre qui s'intitule Le plagiat par anticipation, qui m'a fait beaucoup rire, parce que vous avez beaucoup d'humour, même si vous le montrez pas trop à l'oral. Et je vais vous citer un cas de plagiat par anticipation, je ne sais pas si vous le connaissez. Henry James a publié une nouvelle qui s'intitule Le coin charmant, qui raconte ceci: un personnage est de retour dans son pays après 33 ans d'absence, et cet homme, c'est un homme, se trouve confronté à une question qui le taraude: qu'aurais-je été, qu'aurais-je pu devenir si j'étais resté chez moi, si je n'étais pas parti? Et ce personnage finit par rencontrer à l'intérieur de son ancienne maison, son alter ego, son fantôme, son avatar, on pourrait dire, sa variante restée sur place, et ça produit une rencontre qui est terrifiante, si terrifiante que le personnage s'évanouit en même temps que ce fantôme, comme si la rencontre, en fait, était structurellement impossible, oui, ou psychiquement insupportable. Oui, voilà un des nombreux exemples de cas où des écrivains, des écrivaines ont pressenti ces modèles de la science contemporaine. Pendant tout le 19e siècle, hein, James est tout à fait représentatif. Il a un frère d'ailleurs qui est psychologue, William James. Tout le 19e siècle, en littérature, en philosophie, en psychiatrie, tourne autour de modèles possibles de l'autre, de la vie inconsciente. Et il y a un modèle qui va s'imposer, qui est la psychanalyse. En laissant de côté d'autres modèles qui sont parfois très intéressants. Je pense à un modèle sur lequel j'ai travaillé, en particulier dans mon livre sur Tolstoïevski, qui est le modèle des personnalités multiples, qui va avoir un certain succès en France à la fin du 19e, au début du 20e, en particulier avec l'œuvre de Pierre Janet, et qui va être écrasé par la psychanalyse. Parce que la psychanalyse est soutenue par les écrivains, elle a une puissance d'interprétation supérieure. Et ce modèle va partir aux États-Unis, où il va avoir énormément de succès dans les années 60-70. Mais c'est un peu la même chose en physique, il y a des théories qui écrasent toutes les possibilités concurrentes. Voilà. Et je rappelle dans mon dernier livre, hein, et si les Beatles n'étaient pas nés, comment ce modèle tout à fait riche est écrasé par la psychanalyse, et combien il est intéressant, par la théorie des univers parallèles, d'aller rechercher les modèles alternatifs qui ont été vaincus. Parce que quelquefois, ils ont beaucoup à nous apporter, à la fois en tant que modèle heuristique, mais aussi en nous montrant comment les modèles que nous utilisons sont des constructions qui auraient pu très bien être remplacées par d'autres constructions. Avant de parler des Beatles, Pierre Bayard, je voudrais qu'on parle de votre autre livre, Comment parler des faits qui ne se sont pas produits. En exergue de cet ouvrage, vous écrivez à la mémoire de Simon Leys. Alors on dit Simon Leys, c'est ça? Oui, je crois, oui. Et qui était-il pour vous? Écoutez, j'étais absolument, quand j'étais plus jeune, hein, j'étais absolument sidéré par la naïveté de l'intelligentsia française qui croyait dans cette faribole qu'était le maoïsme. Et il y a quelques voix qui se sont élevées contre cette mode. Parmi elles, il y a la très grande voix de Simon Leys, hein, qui en particulier démolit un livre de la Chine, de Maria-Antonietta Macchiocchi. Et donc je tenais dans ce livre sur les fake news à rendre hommage à la lucidité, à l'intelligence critique de ce très grand auteur qui a été très isolé à une époque. Vous l'avez rencontré ?
Non, je l'ai vu. Parce que dans un livre qui s'appelle Le bonheur des petits poissons, il écrit « C'est par un saut de l'imagination que l'on saisit la vérité ». Et ça ressemble un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur les expériences de pensée. Il faut faire un pas de côté par rapport au réel pour fonder des concepts qui permettent ensuite d'interroger le réel. Oui, et c'est d'ailleurs ce que font les auteurs que je cite dans Comment parler qui ne se sont pas produits. Parenthèse, avant d'en venir au cœur du livre, hein, c'est un livre qui est tout à fait significatif, me semble-t-il, de ce que je vous expliquais, à savoir que mes livres sont des ouvrages de fiction tenus, porté par la voix d'un narrateur ou d'une narratrice qui n'est pas moi-même. D'où les risques de malentendus, parce que l'auteur, le narrateur, la narratrice de Comment parler des faits qui ne se sont pas produits, d'une certaine manière défend les fake news. Oui, mais c'est une œuvre de fiction qui dit des choses vraies. Voilà. Donc la narratrice, le narrateur défend les fake news, alors que c'est absolument pas mon cas. Et c'est d'ailleurs pour la seule fois dans 20 ou 25 livres que j'ai pris la parole à la fin, en tant qu'auteur, pour préciser ce dispositif. Parce Pourquoi que le risque, c'est qu'on vous accuse de fonder théoriquement l'idée qu'une post-vérité est possible. Voilà. Et de surcroît, le livre est sorti au moment où on parlait beaucoup des fake news en France et où il y avait même un film complotiste sur le Covid qui avait un certain succès. Donc j'ai tenu dans le livre à rappeler le dispositif de fiction et à rappeler que je ne partageais pas toutes les opinions de ce personnage de fiction. Cela dit, alors, c'est un livre dans lequel le narrateur, la narratrice fait semblant de croire dans les fake news, mais c'est un livre surtout qui analyse comment, et c'est ce que vous disiez, une œuvre de fiction ou une fausse nouvelle peut être source de créativité scientifique et d'une notion ou d'une théorie juste. Il y a un exemple que j'adore, c'est celui de Freud. Oui, avec Léonard de Vinci. Voilà, avec Léonard de Vinci, qui en 1910 écrit un superbe livre sur Léonard de Vinci, un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, dans lequel il commence à élaborer sa théorie de la sublimation. Et la sublimation, comme vous le savez, c'est cette idée que une partie de notre énergie sexuelle, la libido, serait détournée de l'érotisme et de la scène sexuelle pour être déplacée vers la créativité. Artistique ou autre. Artistique ou pas. Évidemment, Léonard de Vinci est l'exemple idéal. Il a une œuvre picturale magnifique et une œuvre scientifique extraordinaire. Et en plus, on ne lui connaît pas de femme, on ne lui connaît pas de compagne. Donc Freud s'engouffre dans la brèche en disant, voilà l'exemple type. Manque de bol. Si on ne connaît pas de compagne de Léonard de Vinci, c'est qu'il est homosexuel. Et là, ce qu'on découvrira plus tard, il a une vie sexuelle intense. Il a une vie sexuelle intense. Donc c'est le parfait contre-exemple. La théorie de Freud, à mon avis, est juste. Je crois que ça s'applique à certains personnages. Mais pourtant, il y a un contre-exemple. Mais il y a un contre-exemple. Alors comment elle peut être juste si et c'est pile, elle est juste dans beaucoup de cas. Mais en tout cas, pas dans le cas de Léonard de Vinci. Et voilà un exemple. Mais alors de qui parle Freud ? Un exemple parfait du fait qu'on peut fonder toute une théorie sur un exemple faux. Et j'en ai collecté un certain nombre dans Comment parler des faits qui ne se sont pas produits. Mais de qui parle-t-il alors si Léonard de Vinci n'est pas la bonne cible ? C'est de lui-même. C'est votre hypothèse. Voilà, il parle de ce que j'appelle, ce qu'on appelait un exemplum, c'est-à-dire un exemple légendaire qui va permettre de fonder une théorie. Et j'analyse dans le livre un certain nombre de légendes urbaines, d'ailleurs, qui ont permis de créer des théories. Pensez à la grande panique de 1938. Moi, j'avais été très impressionné, je rappelle les circonstances. L'histoire de Wells ? Voilà. Mais j'ai été trompé par cette histoire toute ma vie. Moi aussi. Je me rappelle, rappelons les faits. En 1938, Orson Welles, qui n'est pas encore connu, fait à la radio une émission où il adapte La guerre des mondes de son homonyme, l'auteur anglais Wells, et il l'adapte en jouant tous les rôles. Et il arrive à convaincre l'Amérique que les Martiens ont débarqué. Et vous avez une véritable panique qui s'empare des États-Unis. Moi, j'avais été très marqué quand j'étais jeune par une image dans une bande dessinée. On voyait une file de voitures qui quittait New York dans un embouteillage pour que les gens se réfugient dans les Appalaches. Il y avait des suicides aussi. Il y a eu des suicides, etc. Et des travaux très sérieux ont pu, grâce à cet exemple de panique collective, réfléchir sur ce qu'est une panique. Sauf que, dans plusieurs ouvrages récents, dans celui de Pierre Lagrange, les recherches ont été faites et ont montré qu'il n'y avait eu absolument aucune panique. Personne n'a été dupé. Personne n'a été dupé, d'abord parce qu'il y avait des rappels réguliers à la radio sur le fait que c'était une émission de fiction, ensuite parce qu'il y avait très peu de personnes qui écoutaient l'émission, et Wells avait eu une idée de génie.
Le lendemain, étant donné qu'il y avait quelques entrefilés dans les journaux, Wells convoque la presse pour présenter ses excuses, en disant « Je suis vraiment désolé de tout le mal que j'ai fait aux États-Unis, etc. » Il a fait aucun mal, mais ça lui permet de se faire connaître. Et à partir de là, il crée une légende urbaine qui va ensuite susciter des travaux scientifiques. Mais est-ce que c'est pas la presse qui a créé cette légende parce qu'elle se sentait menacée par le succès de la radio? Oui, oui. Avant l'interview géniale de Wells, les journaux avaient monté en exergue cette histoire parce qu'ils se sentaient menacés par ce nouveau média qu'était la radio. Et c'est à partir de là que tout est parti. Et des légendes urbaines collectives ou individuelles, puisque finalement c'est une sorte de légende urbaine individuelle que Freud invente avec Léonard de Vinci, la science peut progresser. Elle peut progresser à partir de fake news. C'est ça que j'essaie de montrer dans mon livre. À la conclusion de ce livre, Comment parler des faits qui ne se sont pas produits, vous dites « Nous mélangeons sans cesse dans nos vies imaginaire et réalité ». Oui. Ça veut dire que la réalité n'est jamais saisissable en tant que telle. Non, mais je crois qu'il faut aussi faire attention, hein, vous l'avez indiqué, devant les excès de relativisme. Moi, personnellement, je suis absolument pas du côté des fake news, hein, contrairement aux narrateurs souvent déjantés de mes livres, hein, et j'ai même créé un centre de lutte contre les négationnismes. Bien sûr que la réalité et l'imagination se mélangent, mais il y a aussi des points historiques indiscutables. Hein, et le négationnisme joue sur cette idée très relative que finalement il n'y a que des vérités multiples. C'est ce que pensent peut-être certains de mes narrateurs, c'est absolument pas ce que je pense moi-même. J'imagine, Pierre Bayard, que vous connaissez cette phrase de Bachelard, « Il faut que l'imagination prenne trop pour que la pensée ait assez. » Et suffisamment. C'est le cas c'est ce que j'essaye de montrer, hein, fidèle en effet à cette maxime de Bachelard, dans cette série Comment parler. Hein. Un autre exemple, c'était le livre précédent, Comment parler des lieux où on n'a pas été, où j'examine une douzaine de cas d'auteurs, non romanciers, parce que là, le problème se poserait différemment, d'auteurs qui ont décrit avec beaucoup de précision et de talent des pays dans lesquels ils ne s'étaient jamais rendus, et comment l'imagination leur a permis de faire vivre... Mais par exemple, il y a Steinbeck qui fait partie de ces auteurs il a écrit un livre intitulé Mon caniche, l'Amérique et moi, qui raconte une vérité que vous qualifiez de subjective, mais qui en fait est plus vraie que certaines vérités objectives. Oui, et ce qui est intéressant, c'est de voir d'ailleurs comment le statut de la vérité est différent aux États-Unis et en France. Steinbeck, vers la fin de sa vie, traverse les États-Unis avec son chien Charlie pour rencontrer l'Amérique profonde qu'il ne peut pas connaître à New York. Et il en fait un livre qui est un best-seller, Voyage à travers les États-Unis avec mon chien Charlie. Et 50 ans après, il y a un journaliste américain, Steigerwald, je crois, qui entreprend de refaire le même chemin. Non pas pour piéger Steinbeck, parce qu'il veut voir comment l'Amérique a changé. Et il se dit, je vais repasser par les mêmes endroits, rencontrer les mêmes personnes ou leurs enfants, et voir comment notre pays s'est modifié au fil du temps. Et il se rend compte que Steinbeck a pris les plus grandes libertés avec la, entre guillemets, vérité, a inventé des personnages, prétendait qu'il dormait dans sa camionnette, en fait il se payait les meilleurs hôtels, condensait plusieurs personnages en un. Il voyageait avec sa femme, alors qu'il voyageait avec sa femme, alors qu'il disait que ce qui était important c'est d'être tout seul. Quand il en avait marre, fourrait le chien dans un chenil, etc. Et ce qui en France serait probablement passé sans difficulté, parce que je crois que nous admettons cette part de fiction comme source de vérité, a provoqué un mini-scandale aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, vous savez, mentir c'est très grave. Bombarder un pays c'est moins grave. Mentir, non, on n'a pas le droit. Et ça a provoqué un choc parce qu'on s'est rendu compte qu'il avait mêlé des éléments de fiction dans la réalité. Je compare avec Romain Gary, qui le fait régulièrement. Promesse de l'aube, il y a une quantité d'éléments qui ont été inventés. Je crois que quand ça a été découvert, personne n'en a voulu à Gary. Mais on est dans un autre statut de la vérité aux États-Unis, dans une autre relation entre vérité et fiction. Qu'est-ce que vous appelez un chicaneur, Pierre Bayard? C'est l'exemple de ce journaliste qui essaie sans le vouloir a priori, mais découvre que les choses ont été différentes de ce qui a été raconté. Voilà, bon, c'est une notion humoristique que j'ai créée pour critiquer ou prétendument critiquer les personnes qui commencent à faire remarquer, par exemple, à Chateaubriand qu'il n'a pas pu rencontrer Washington ni aller au sud des États-Unis parce que le calendrier qu'il donne n'était pas le bon, ou qui reviennent sur des histoires comme celle de Steinbeck ou de Marco Polo. Est-ce que Marco Polo est allé en Chine? Vous avez un livre là-dessus aux États-Unis qui montre comment il est très étrange que le voyageur des voyageurs n'ait jamais remarqué en allant en Chine
que les Chinois n'utilisaient pas la même écriture que nous, ou parlent imperturbablement d'homme à tête de chien, ce qui jette quand même un doute sur le reste de son récit. Alors, vous expliquez dans cet ouvrage qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une fécondité du faux. C'est-à-dire que le faux permet de mieux connaître le vrai. Mais ça pose la question suivante, qui est une question, j'imagine, sans réponse très claire, qui est celle-ci: à partir de quelle dose d'imaginaire dans un récit peut-on dire qu'il est faux? Parce que dans le cas de Steinbeck, par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont fausses dans la narration qu'il fait de son propre voyage, et en même temps, il dit sur l'Amérique des choses qui sont vraies. Oui. Je crois que c'est difficile de répondre à cette question extrêmement complexe sans la situer dans le cadre des genres. Je crois que l'historien ne peut pas se permettre, pour moi, d'inventer de la même manière qu'un romancier. Il me paraît difficile de répondre de manière systématique à cette question, sinon en prenant en compte le contrat de lecture que l'écrivaine pose avec ses lecteurs. Dès lors qu'on est dans un cadre romanesque, ou en France, dès lors qu'on est dans le cadre de l'autofiction ou même de l'autobiographie, je crois qu'on admet très largement une place du faux. En revanche, il y a des domaines comme le domaine de l'histoire dans lequel la falsification est pour moi inadmissible. Alors sans qu'il y ait falsification, j'aimerais, Pierre Bayard, que vous nous parliez d'Hannah Arendt, de son livre La banalité du mal, qui fait l'objet d'un chapitre dans ce livre, et qui fournit une clé de ce livre qui est tout à fait surprenante, en tout cas qui m'a surpris. C'est le même cas que Freud. Elle, comme vous le savez, dans son livre sur Eichmann à Jérusalem, elle présente Eichmann comme étant un criminel de bureau. C'est-à-dire ces petits fonctionnaires qui ont rendu possible la Shoah, l'extermination des Juifs d'Europe, parce que tout simplement ils obéissaient aux ordres sans se poser de questions. C'est à partir de là qu'elle crée dans les dernières lignes de son livre la notion de banalité du mal. Et ce qu'elle dit est très juste. Oui, la Shoah n'aurait pas été possible si des gens n'avaient pas obéi sans se poser de questions. Sauf qu'Eichmann, c'est un contre-exemple complet. Elle le prend pour un criminel de bureau parce que c'est la stratégie que l'avocat d'Eichmann lui a proposée. Eichmann est tout le contraire. Et les travaux postérieurs sur Eichmann vont le montrer. C'est un véritable organisateur de la, entre guillemets, solution finale. Et donc elle projette sur Eichmann une image dont je dis assez perfidement, parce que je n'aime pas ce philosophe nazi, elle projette l'image de son amant Heidegger, qui en effet était quelqu'un qui n'a pas pris une marge d'autonomie avec les théories qu'on lui proposait. Et donc, autre exemple comme Freud, je crois que sa théorie de la banalité du mal est juste. Donc, son idée des criminels de bureau est très intéressante, mais pas pour Eichmann en tout cas, ce qui est un contre-exemple. Donc ça veut dire que Léonard de Vinci est à Freud ce que Eichmann est à Hannah Arendt. Ce sont ce qu'on appelait au Moyen-Âge des exemples-là. C'est-à-dire des sortes de narrations légendaires qui sont nécessaires, semble-t-il, à la progression de la science, au prix quand même d'une perte de vérité. L'idéal serait quand même de partir de bons exemples, aussi bien pour la sublimation que pour la théorie de la panique ou pour la théorie du criminel de bureau. Mais il est de fait, et les cas sont nombreux, que ce sont parfois des faux exemples qui permettent d'avancer. Je pense aussi, exemple extraordinaire de légende urbaine, l'histoire de Kitty Genovese, cette jeune femme assassinée dans le Bronx au début des années 60, pendant une agression qui dure 40 minutes, alors que 38 témoins aux fenêtres ne réagissent pas. 38 et à partir de là, vous avez une multitude de travaux très intéressants qui ont été faits sur la notion du témoin inactif, c'est-à-dire le témoin qui ne bouge pas alors qu'il devrait s'engager. Et des exemples, y compris d'expériences en laboratoire, ont montré que paradoxalement, plus on était nombreux à assister à une scène qui impliquerait que l'on s'engage, et moins on s'engageait. Non, on se sent responsable. On se sent moins responsable, et puis il y a des choses toutes bêtes. On se dit, bon voilà, les voisins ont dû appeler la police, je vais pas faire le 10e appel, etc. Et il y a toute une théorie du témoin inactif qui a été faite à partir de l'affaire Kitty Genovese, qui est devenue vraiment l'agression fondatrice de ces recherches, avant de devenir plus récemment l'allégorie de la légende urbaine. Parce qu'on a repris le dossier, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas eu du tout
38 témoins inactifs, qu'il y avait eu 38 personnes interrogées par la police, qui n'est absolument pas la même chose, que 5 personnes avaient témoigné au procès, et parmi ces 5 personnes, il est apparu qu'aucune ne s'était rendu compte que c'était une agression pour différentes raisons, etc. Et donc, légende urbaine, qui a donné lieu à des films, à des livres, etc., là aussi, fondatrice d'une vérité scientifique, parce qu'elle est d'une certaine manière plus belle, m'excuse du terme pour une agression, viol et meurtre, plus belle qu'une véritable histoire. Vous vous rendez compte, 38 personnes qui n'interviennent pas. 38 ! Oui, ben non, pas 38, 0. Mais c'est quand même beaucoup plus utile. Ça rend la chose plus incroyable. Voilà. Et vous voyez bien la dimension de fiction. 38 personnes, on imagine, tout ça a d'ailleurs porté en film par quelqu'un qui ignorait que c'était une légende urbaine, et on voit comment la fiction est porteuse d'éléments de tension narrative, d'empathie, qui la rendent plausible, voire nécessaire pour faire progresser une réflexion scientifique. Pierre Bayard, vous avez été très clair dans votre condamnation des fake news, de la post-vérité, mais qu'est-ce que vous pensez des canulars, qui sont des sortes de fake news éphémères? C'est-à-dire on raconte une blague sans dire que c'est une blague, on voit les réactions que cela provoque, et puis au bout d'un certain temps, on avoue que c'était une blague, ce qui permet à chacun de voir de quel biais cognitif il a été la victime consentante. Je crois c'est impossible d'avoir une théorie générale du canular. Oui, c'est un univers parallèle d'une certaine façon. J'en rappelle un qui est magnifique, ce qui est le film qui s'appelle Destination Lune, je crois, sauf erreur, dans lequel les cinéastes se sont penchés sur cette fake news classique suivant laquelle les Américains n'auraient pas été sur la Lune. Et le film nous interroge un certain nombre de responsables américains qui avouent qu'en effet, tout cela a été filmé en studio, et de manière très, très convaincante, jusqu'au moment où, à la fin du film, il nous est révélé que les interviews avaient été montées de telle façon qu'on avait l'impression que chacune des personnes interviewées, comme Kissinger, etc., défendait cette théorie. Et c'est un peu ce que je fais dans mes livres, et en particulier, je vous parlais de narrateur paranoïaque, dans toute une série de livres dans lesquels je mets en scène la construction d'une fake news, ou la construction d'un délire d'interprétation. Ce sont ces livres que j'ai rangés sous la rubrique de la critique policière. Et il y en a 5, le 6e va paraître dans quelques semaines, et je reprends des dossiers criminels, littéraires. J'ai commencé par un roman d'Agatha Christie, Le meurtre de Roger Ackroyd, et je montre comment l'enquêteur et l'écrivain ou l'écrivaine se sont plantés sur le nom de l'assassin, avec une structure qui est policière, puisque je reprends toute l'enquête, et le véritable assassin est désigné dans les toutes dernières pages, comme dans un roman policier classique. Avec une construction que j'essaye d'être aussi convaincante que la construction de l'enquêteur, mais qui est fausse. Je vais prendre l'exemple, si vous voulez, du 6e volume de cette série, qui porte non plus sur une œuvre littéraire comme les précédents, mais sur le célèbre film d'Hitchcock, Fenêtre sur cour. Vous savez que les deux héros, Jeff, qui est joué par James Stewart, et Lisa, qui est jouée par Grace Kelly, s'auto-convainquent ou s'interconvainquent peu à peu que le voisin d'en face au premier étage a tué sa femme et l'a découpée en morceaux. Et je reprends l'ensemble du dossier en montrant qu'à la fin du film, il est impossible de considérer que leur raisonnement est juste, parce qu'il y a des preuves qui prouvent que ça n'est pas le cas. Et j'en profite d'ailleurs pour montrer qu'il y a eu un autre meurtre qui a été commis et sur lequel ils ne se sont pas penchés, donc j'en profite pour régler cette seconde affaire. Et donc, il s'agit de la construction minutieuse de l'intérieur d'un délire paranoïaque. C'est-à-dire, je les accuse de délire paranoïaque, mais ce faisant, je fais la même chose, puisque j'utilise les mêmes procédés qu'eux, je l'espère de façon plus convaincante, pour arriver à une position différente. Et ce qui est très intéressant dans ce qui est vraiment une expérience de pensée, et je vous invite à la pratiquer, j'invite les auditeurs et les auditrices à le faire, c'est que quand vous vous livrez à cela, c'est-à-dire prenez n'importe quel polar, ou n'importe quelle œuvre dans laquelle il y a un crime ou autre, et convainquez-vous que ça n'est pas la personne désignée par l'auteur, mais une autre qui a commis le crime. Et vous allez voir se mettre en place un phénomène très intéressant. Le texte va se mettre à clignoter d'indices. Vous allez repérer une quantité d'éléments qui ne vous avaient pas frappé jusqu'alors. Et vous allez vraiment vivre une expérience paranoïaque. Mais
pas seulement une expérience paranoïaque, parce que la paranoïa, dans ses excès, ne fait finalement qu'exagérer notre rapport au monde, qui est un rapport de sélection des indices qui nous arrivent et d'organisation de ces indices. En permanence, nous sommes submergés par des indices et nous les organisons. Et je prête beaucoup d'attention, je sais que les confrères psychanalystes n'aiment pas les cognitivistes. Moi, je trouve qu'il y a des éléments très intéressants chez les cognitivistes, et en particulier la théorie des biais. Les biais cognitifs. Et ce que je montre dans l'analyse de Fenêtre sur cours, c'est la force de ce que l'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire, nous allons en permanence, dans nos vies, privilégier dans la multitude de signes qui nous parviennent, les signes qui vont dans le sens de ce que nous croyons. Et c'est tout à fait significatif dans ce que font Jeff et Lisa. Par exemple, à un moment, ils s'étonnent que leur suspect n'aille pas à la fenêtre alors qu'un chien est mort. Et ils disent, c'est parce qu'il a tué le chien, il sait bien qu'il est mort. Oui. Mais il y a des autres possibilités. Il peut être fatigué, il peut être endormi, il peut ne pas avoir envie, etc. Mais vous voyez, ils sont en permanence dans cette sélection des indices choisis en fonction de leur conformité avec la thèse. Mais ça, c'est la paranoïa dans ses excès, mais c'est aussi notre manière de nous organiser face au monde. Et heureusement d'ailleurs, parce que si nous n'étions pas dans cette organisation du monde, le réel serait effrayant. On serait submergé. Voilà. Mais justement, vous parlez de paranoïa, Pierre Baillarel. Ça me porte à vous poser cette question. Vous êtes à la fois professeur de littérature, écrivain et psychanalyste. Est-ce que les imaginaires, si j'ose dire, associés à ces trois activités sont intriqués, ou est-ce que chacun évolue dans un univers parallèle par rapport aux autres? Et je travaille aussi beaucoup sur les meurtres de masse. Alors ça fait un quatrième imaginaire. C'est la folie qui m'intéresse. La folie, mais dans un sens qui n'est pas celui de la psychiatrie, c'est notre folie. Et donc je m'y intéresse en tant que psychanalyste, je m'y intéresse en tant qu'écrivain et que spécialiste de littérature. La folie, c'est aussi ces dispositifs de pensée, parfois un peu fou, que nous mettons en scène pour accueillir le réel, et que je remets moi-même en scène dans mes livres en invitant le lecteur, la lectrice à faire une expérience de pensée déstabilisante. Ce qui m'intéresse, c'est le point de déstabilisation. Vous évoquiez tout à l'heure le plagiat par anticipation, qui fait partie d'une trilogie que j'appelle la trilogie de la critique d'anticipation. Je montre qu'on a trop souvent l'habitude de considérer que le passé précède le présent et que le présent précède l'avenir. C'est en général assez vrai quand même. C'est assez vrai, mais pas toujours justement. Et j'analyse des cas dans lesquels on a vraiment l'impression que l'avenir a exercé une influence sur le présent. Mais il le fait toujours. Par exemple, si je dois passer un examen à la fin de l'année, je vais travailler dans le présent pour réussir mon examen. Oui, mais donc l'idée que j'ai du futur va rétroagir sur mon présent. Certes, mais vous n'allez pas, sauf si vous fraudez en communiquant avec le jury, je suppose que ce n'est pas votre cas, vous n'allez pas avoir les données de l'examen. Donc c'est une influence qui est très relative. Alors vous parlez carrément de rétrocausalité. Exactement, avec les notions que j'ai créées en physique, on n'aime pas ça. De cause postérieure et de conséquences antérieures. Ce dont je voulais vous parler, c'est de la déstabilisation que ça produit. Prenez le premier exemple de cette trilogie qui s'appelle Demain est écrit, dans lequel j'explique comment les écrivains, les écrivaines ne sont pas seulement déterminés par des événements du passé, mais par des événements de l'avenir. Et par exemple, comment Pouchkine, dans Eugène Onégine, raconte sa mort dans un duel, comment Breton, dans le poème Tournesol, les surréalistes très intéressés par ce genre de théorie, comment Breton, dans le poème Tournesol, 11 années avant la rencontre avec sa femme, la raconte, etc. Quand je regarde cette thèse, sauf si je suis un peu sous l'influence de l'alcool, je serais tenté de vous dire, mais elle est complètement absurde. Quoique, j'ai eu tellement d'exemples qui avaient dans le sens de cette thèse, qu'à certains moments, je ne sais plus moi-même si j'y crois ou pas. Et c'est ce point d'instabilité, d'incertitude qui m'intéresse. Parce que c'est un point de littérature. C'est un point qui correspond à cette incertitude de la narration dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un point où on n'est plus dans la monophonie, dans la monophonie, dans la certitude. Moi, je ne sais pas, par moment, si dans les énoncés où j'affirme, avec la force paranoïaque de ce narrateur, que le passé joue sur le présent, si j'y crois ou pas. Et c'est ces points d'incertitude qui m'intéressent. Mais est-ce que c'est la même idée que celle que vous développez dans un autre livre que j'ai cité tout à l'heure? Et si les Beatles n'avaient pas existé, dans un chapitre, vous parlez de Kafka, en imaginant qu'est-ce qui se serait passé si Kafka n'avait pas existé. Et vous dites que l'existence de Kafka,
le fait qu'il a écrit, a changé la façon de lire les œuvres qui l'ont précédé. Voilà. Donc l'avènement de Kafka a changé son propre passé. Oui. Et qu'on a découvert qu'il y avait des œuvres quasiment kafkaïennes qui l'ont précédé. On les aurait pas appelées kafkaïennes si Kafka n'avait pas existé, mais que du coup, vous dites, c'est une phrase qui m'a interpellé. Vous dites qu'il y a des chefs-d'œuvre qui font beaucoup de dégâts. Oui. Alors, en fait, c'est Borges qui, dans un article extraordinaire, et bon, tous mes livres sont très influencés évidemment par Borges. C'est Borges qui montre comment Kafka a eu des devanciers, des précurseurs, mais qui ne sont devenus précurseurs qu'à partir du moment où il a existé, et comment son existence transforme les textes antérieurs. Et c'est un chapitre qui participe d'une réflexion générale de ce livre, et si les Beatles n'étaient pas nés, sur la notion de canon. Le canon littéraire ou artistique, je dirais, c'est l'ensemble des œuvres ou des auteurs qui sont considérés comme fondamentaux pour une certaine époque. Mais c'est un canon qui est mobile. Il est mobile de manière subjective, parce que vous pouvez très bien considérer que tel ou tel auteur qui fait autorité pour vous n'a aucun intérêt. Et puis c'est aussi un canon qui est mobile collectivement, parce qu'il est assez variable. Et j'étudie des cas dans lesquels on voit cette variabilité du canon. Shakespeare, c'est une invention des romantiques. Pendant 2 siècles, l'auteur important du théâtre élisabétain, c'est Ben Jonson. Aujourd'hui, quand on pense à Ben Jonson, on pense à l'athlète canadien, on pense pas à cet auteur qui a complètement disparu. Oui. J'étudie le cas de Proust. J'ai chez moi un ouvrage qui procure une certaine émotion, parce que c'est le Desgranges, de Charles Desgranges, c'est l'ouvrage dans lequel mon père étudiait en 40, au début de la Deuxième Guerre mondiale, en Hippocagne. Nous sommes 18 ans après la mort de Proust. Mais Proust a quelques lignes. Les grands auteurs de l'époque, c'est pas Proust. Et Proust va peu à peu rentrer dans le canon d'une manière qui est peut-être temporaire. Parce que les critiques très fortes qu'on a faites à Proust se sont effacées dans les années 50-60. Il faudrait étudier comment. Et on peut très bien imaginer que Proust ressorte du canon. Et donc, l'Uchronie ou bien les univers parallèles permettent de réfléchir à toutes ces œuvres qui n'ont pas eu le succès qu'elles auraient pu avoir. Okay. Et évidemment, il y a le continent immense de la littérature féminine. Parce que le canon, il a été pendant très longtemps fabriqué par des hommes, et avec donc une mise à l'écart d'une quantité d'auteurs féminines. Donc ça veut dire qu'il y a une pédagogie de l'Uchronie aussi, pour reprendre les exemples qu'on a pris tout à l'heure. L'Uchronie permet d'apprendre des choses finalement. Oui. Et je voulais je suis obligé de vous interroger sur ce chapitre que vous consacrez aux Beatles. Qu'est-ce qui se serait passé s'ils n'étaient pas nés? Et j'ai découvert que vous étiez un fan des Kinks, groupe que j'ai découvert grâce à vous, et dont certaines chansons ressemblent beaucoup à celles des Beatles, dans le style, même s'il y a un peu plus de provocation que chez les Beatles. Alors, c'est un exemple qui m'est cher, parce que, en fait, on se rend compte, quand on étudie la biographie des Beatles, je vous parlais de Shakespeare qui aurait pu rester inconnu, de Proust, dont la place dans le canon est finalement peut-être plus incertaine qu'on le croit, mais on peut localiser de manière très précise la façon dont les Beatles sont devenus célèbres. Et sont devenus célèbres, je le raconte au début du livre, parce que un certain Jones, Raymond Jones, le 28 octobre 61, passe devant une boutique de disques, North End Music Stores, à Liverpool, et décide d'entrer dans cette boutique. Et j'essaie de montrer visuellement la bifurcation du Uchronie. J'imagine qu'il hésite, non, j'ai pas le temps, oui, finalement je vais rentrer. Il rentre dans la boutique, et là, il se trouve face à un certain Brian Epstein. Tout ça a été reconstitué minutieusement. Brian Epstein ne s'intéresse pas spécialement à la musique. Avant, il vendait des meubles. Mais Jones le tanne et lui dit, écoutez, il y a un groupe génial à Liverpool, il faut que vous alliez l'écouter. Et Epstein, qui n'a pas grand-chose à faire, va écouter les Beatles, et il perçoit le capital possible de ce groupe. Mais il les trouve mal habillés. Et alors, il va devenir leur producteur. Il commence d'abord par leur conseiller de s'habiller correctement, parce que les tenues qu'ils ont avec des vestes de cuir, ça correspond pas du tout à l'époque et à une certaine qualité anglaise. Et il va se battre pour les faire reconnaître par les producteurs. Parce que toutes les maisons de production lui expliquent, mais non, ce groupe n'a aucun avenir. Mais Epstein y croit.
et il va d'ailleurs être qualifié traditionnellement du 5e Beatles. Et il va parvenir à les imposer sur la scène anglaise. Mais ce qui est très clair, c'est que si Jones ne rentre pas dans la boutique d'Epstein, et si Epstein ne s'occupe pas des Beatles, il n'y a pas de Beatles. Et moi, je prends l'exemple d'un autre groupe dont la musique me plaît beaucoup et qui est quand même considéré par les spécialistes de cette époque comme un groupe au moins de niveau équivalent des Beatles, qui est les Kings. Et les Kings n'ont pas eu la chance de croiser Brian Epstein. Ils ont continué à être mal habillés, ils se droguaient, ils se battaient en scène. Du coup, ils n'ont pas pu faire la carrière américaine que les autres groupes ont fait, et ils sont restés un groupe relativement marginal par rapport aux Beatles. Et donc, il y a des univers parallèles dans lesquels les Kings ont une influence plus grande mondiale que les Beatles. Et ça, si on posait la même question avec les Rolling Stones? Mais alors, j'ai pas pris l'exemple des Stones ou Est-ce qu'il y a un groupe qui a été masqué par les Rolling Stones? C'est une bonne question. On pourrait dire aussi les Kings, puisqu'il y a 4 groupes à l'époque. Hein. Il y a les Stones, il y a les Who, il y a les Beatles et il y a les Kings. Les 3 premiers ont beaucoup de succès. Les Kings restent même, y compris maintenant, un groupe marginal, parce que, encore une fois, Raymond Jones est rentré dans la boutique de Brian Epstein, et que de ce fait, les Kings n'ont pas bénéficié d'un producteur raisonnable. Et ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est d'essayer de retrouver des petites bifurcations biographiques. Je pense l'exemple de Sartre et de Beauvoir. Avant de connaître Simone de Beauvoir, Sartre rencontre, dans un dîner en tête-à-tête, sa sœur, Hélène de Beauvoir, qui est peintre. La rencontre a été plus ou moins organisée par des amis, ça pourrait, comme on dit aujourd'hui, matcher entre eux. Ça matche pas. Et donc, Sartre ensuite va rencontrer Simone de Beauvoir avec les conséquences que l'on sait. La sœur. Mais si ça marche entre les deux, vous n'avez pas de deuxième sexe. Parce que c'est vraiment Sartre qui influe sur Beauvoir pour qu'elle écrive le deuxième sexe. D'abord, c'est un livre qui est très marqué par l'existentialisme. Et ensuite, Simone de Beauvoir n'a pas particulièrement envie d'écrire ce livre. C'est Sartre qui lui dit, il faut que vous fassiez ce livre. Mais s'il est avec Hélène de Beauvoir, il n'y a pas de deuxième sexe. C'est-à-dire que le courant féministe mondial se serait imposé, mais aurait pris 10 ou 15 ans de retard. Et ça, on peut le localiser très précisément dans un repas au Quartier Latin qui a lieu entre Hélène de Beauvoir et Sartre. Et moi, ça m'intéresse sur le plan fictionnel, mais aussi sur le plan scientifique, de reconstituer ces bifurcations de moments où on sent que l'histoire littéraire et artistique, parfois politique, hésite, balbutie. Et il y a des points de bifurcation. Et il y a des points de bifurcation qui sont... Alors il y a une question que je suis obligé de vous poser, Pierre Bayard. J'ai eu la chance de rencontrer à 2 reprises Clément Rosset, philosophe qui a été publié aux éditions de Minuit, comme vous, et qui défendait une thèse complètement opposée à la vôtre. Lui disait qu'il n'y a qu'un seul monde possible, et que tous les efforts que nous faisons pour tenter de dédoubler le monde en inventant des univers parallèles ou des fictions, qui peuvent être l'art, la science ou autre chose, sont voués à l'échec. Alors que vous déclinez cette idée d'univers parallèle ou multiple. Est-ce que vous l'avez rencontré et si oui, comment cela s'est-il passé? Oui, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Bon, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. On a un certain nombre de points communs. Hein. Un éditeur commun, les éditions de Minuit, et puis aussi, on aura peut-être l'occasion d'en parler, un certain rapport à l'humour. Je suis pas totalement convaincu que nos thèses soient si divergentes que ça. Ce que dit Rosset, ce qu'il ne cesse de répéter, c'est que le réel, c'est le réel, et qu'on essaye de tout faire pour s'en échapper. Mais il n'a jamais refusé la place de l'imagination, à condition évidemment de ne pas oublier que le réel, c'est le réel. Et d'ailleurs, lui-même a fait des textes de fiction. Hein. Donc je suis pas sûr que les différences soient si importantes entre nous. Parce que moi aussi, je pense que le réel, c'est le réel. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser aussi, dans la fiction et dans la création scientifique, aux alternatives. Et je ne suis pas sûr que Rosset aurait été en désaccord. En fait, vous tenez compte du fait qu'on a un cerveau et que le cerveau est un instrument qui n'est pas toujours fiable et qui a tendance parfois à projeter sur le réel des choses qui ne sont pas dans le réel. Oui, d'où l'intérêt de réfléchir sur ce moment de rencontre avec le réel que je vous ai décrit tout à l'heure et que j'essaie d'aborder par l'intermédiaire de l'expérience de pensée. Vivre intensément, intérieurement, une forme de paranoïa, c'est aussi se donner les moyens de reconnaître les paranoïas dans les discours qui nous entourent. Réfléchir sur les biais cognitifs, c'est aussi un moyen de lutter contre toutes les formes de révisionnisme, de négationnisme. Et Bergson parlait de notre faculté, je cite, notre faculté spéciale d'hallucination volontaire. Oui. Est-ce que
il y a un moment où l'imaginaire doit se distinguer de l'hallucination? Ou bien est-ce qu'on peut définir le moment où l'imagination, qu'on développerait trop, deviendrait hallucinante? C'est tout à fait ce que je montre dans les ouvrages de critique policière, hein, puisque je montre comment les enquêteurs, les enquêtrices dont je conteste les solutions sont victimes d'hallucinations négatives, comme dans un tour de prestidigitation. C'est-à-dire, ils ne voient pas certains éléments de la réalité. Si je vous prenez le livre là sur Fenêtre sur cour qui va sortir, eh bien vous verrez que ces enquêteurs amateurs sont tellement pris dans la construction d'une réalité alternative, une hallucination positive, qui ne voit pas autre chose, qui est un autre meurtre, hallucination négative. Et le réel se présente à nous souvent sous la forme de prestidigitation, dans la mesure où nous n'avons accès à lui que par des grilles, des tamis de biais cognitifs, et donc en permanence, nous insistons sur certains de ces éléments, jusqu'à en effet leur donner une forme hallucinatoire. Alors les développements du numérique, comme on l'appelle aujourd'hui, permettent d'envisager la constitution de ce qu'on appelle non pas des multivers, mais des métaverses. C'est-à-dire des mondes virtuels dans lesquels on pourrait vivre par procuration des vies qui ne sont pas les nôtres dans le monde réel, si j'ose dire, par des avatars qui vivraient des expériences qu'on ne peut pas vivre soi, mais qu'on peut en quelque sorte découvrir par le biais de ces métaverses. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça va enrichir notre rapport au réel, ou au contraire qu'on va se perdre dans une fiction de plus en plus lointaine? Je crois que les deux sont possibles, hein, et si je peux me permettre de plaider pour ma boutique, je crois que les enseignants ont un rôle particulier dans la réflexion critique sur tous ces modes alternatifs de réalité qui nous sont présentés. Parce qu'évidemment, c'est un moyen de créer des fictions, d'imaginer, d'inventer, mais c'est aussi toujours un risque de dérive vers les différentes formes de complotisme. Pierre Bayard, je pense qu'il y a au moins un univers dans lequel notre conversation peut se poursuivre. Mais dans l'univers où nous sommes, elle doit s'arrêter. Je vous remercie pour votre venue. C'était un plaisir de discuter avec vous. Merci de votre invitation. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Jacques Hubert et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.